Et si des intelligences artificielles animaient un podcast? Que vous soyez créateur de contenu, passionné de podcast ou simplement curieux, Podcast IA est l'outil parfait pour vous inspirer. Et si je te disais que j'ai créé une application où quatre intelligences artificielles débattent entre elles sur un sujet que tu as choisi? Bienvenue sur OpenIA Studio, la chaîne des pépites où innovation et intelligence artificielle ne font qu'un. Aujourd'hui, je vous présente une révolution dans le monde du podcast. Podcast IA. Vous êtes prêts? C'est parti! Avertissement. Les intelligences artificielles peuvent commettre des erreurs. Il est conseillé de vérifier les informations cruciales et de ne pas les considérer comme des vérités absolues. Dans cette vidéo, je parlerai peu et me concentrerai davantage sur des démonstrations pratiques. Imaginez une émission de podcast où quatre intelligences artificielles discutent, débattent et explorent des sujets captivants. Avec Podcast IA, vous êtes aux commandes. Vous choisissez le thème par une simple question, un terme ou juste un mot, et notre équipe d'IA se charge du reste. J'ai souhaité créer une application à moindre coût, voire sans frais. On peut considérer cette version comme la V1 d'une longue série d'améliorations à venir. Pourquoi je dis ça? Les voix utilisées sont celles par défaut de Windows, donc pas très naturelles. Il y a également quelques bugs mineurs qui pourront être corrigés par la suite. Trêve de bavardage. Passons aux démonstrations. J'ai choisi 3 sujets, les banques, les écrans et la violence conjugale. Bonjour, bienvenue dans Pas de secret, le podcast immersif de la chaîne YouTube OpenIA Studio. Je suis Lia, votre hôte pour aujourd'hui, et je suis ravie de vous accueillir dans cette émission passionnante. Je suis entourée de mon équipe, Doka et Rezi, qui seront vos guides tout au long de cette exploration. Doka, Rezi, bonjour. 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 Aujourd'hui, nous recevons un spécialiste reconnu dans le domaine des banques, Monsieur Z. Monsieur Z, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir ici pour partager vos connaissances et votre expertise avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis enthousiaste de partager mes connaissances avec vous et votre audience. Les banques sont un sujet complexe et essentiel pour notre économie. Pouvez-vous nous expliquer en quoi les banques jouent un rôle crucial dans notre vie quotidienne? Les banques sont les principaux intermédiaires financiers qui facilitent les transactions, les investissements et l'épargne. Elles fournissent des services essentiels tels que les comptes courants, les prêts, les cartes de crédit et les investissements. Mais n'est-ce pas vrai que les banques sont également critiquées pour leur rôle dans les crises financières et les inégalités économiques? Oui, c'est vrai. Les banques ont été critiquées pour leur rôle dans les crises financières, mais elles ont également pris des mesures pour améliorer leur régulation et leur gestion des risques. Beaucoup de nos auditeurs se demandent si les banques sont vraiment nécessaires dans l'ère numérique. Qu'en pensez-vous, Monsieur Z? Les banques sont encore nécessaires pour fournir des services financiers essentiels, mais elles doivent également s'adapter à l'ère numérique en offrant des services en ligne et des applications mobiles pour faciliter les transactions. C'est très intéressant. Nous allons explorer ces sujets en profondeur tout au long de cette émission. Mais avant de poursuivre, je voudrais vous demander, Monsieur Z, quels sont les défis les plus importants auxquels les banques sont confrontées aujourd'hui? Les banques sont confrontées à de nombreux défis, notamment la régulation, la sécurité des données, la concurrence des fintechs et la nécessité de se adapter à l'ère numérique. Mais n'est-ce pas vrai que les banques sont également critiquées pour leur manque de transparence et leur opacité? Oui, c'est vrai. Les banques doivent travailler pour améliorer leur transparence et leur responsabilité, notamment en ce qui concerne leurs pratiques de prêt et leurs tarifs. Beaucoup de nos auditeurs se demandent si les banques sont vraiment éthiques et responsables. Qu'en pensez-vous, Monsieur Z? Les banques sont conscientes de leurs responsabilités sociales et environnementales, et elles travaillent pour améliorer leur éthique et leur responsabilité, notamment en ce qui concerne les investissements responsables et la réduction de leur impact environnemental. C'est très intéressant. Nous allons poursuivre cette discussion dans la prochaine partie de l'émission.
Mais avant de passer à la prochaine question, je voudrais vous demander, Monsieur Z, quels sont les scénarios futurs les plus probables pour les banques? Les banques seront confrontées à de nombreux défis dans les prochaines années, notamment la régulation, la sécurité des données, la concurrence des fintechs et la nécessité de se adapter à l'ère numérique. Mais elles auront également des opportunités pour innover et pour offrir des services financiers plus accessibles et plus abordables. Mais n'est-ce pas vrai que les banques sont également menacées par les nouvelles technologies telles que la blockchain et les cryptocurrencies? Oui, c'est vrai. Les banques doivent se adapter à ces nouvelles technologies et les intégrer dans leur modèle d'affaires pour rester compétitives. Beaucoup de nos auditeurs se demandent si les banques seront encore nécessaires dans 10 ans. Qu'en pensez-vous, Monsieur Z? Les banques seront encore nécessaires dans 10 ans, mais elles devront se transformer pour rester compétitives et pour offrir des services financiers qui répondent aux besoins des consommateurs. C'est très intéressant. Nous allons poursuivre cette discussion dans la prochaine partie de l'émission. Mais avant de passer à la prochaine question, je voudrais vous demander, Monsieur Z, quels sont les conseils que vous donneriez aux consommateurs qui cherchent à choisir une banque? Les consommateurs doivent rechercher une banque qui offre des services financiers qui répondent à leurs besoins, qui est transparente et responsable, et qui est en mesure de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Mais n'est-ce pas vrai que les consommateurs sont souvent piégés par des frais et des intérêts élevés? Oui, c'est vrai. Les consommateurs doivent être conscients des frais et des intérêts associés à leurs comptes et à leurs prêts, et ils doivent rechercher des options qui sont transparentes et abordables. Beaucoup de nos auditeurs se demandent si les banques sont vraiment là pour les aider ou si elles sont juste là pour faire de l'argent. Qu'en pensez-vous, Monsieur Z? Les banques sont là pour aider les consommateurs à atteindre leurs objectifs financiers, mais elles doivent également générer des profits pour rester en activité. C'est très intéressant. Nous allons passer à la prochaine partie de l'émission, où nous allons répondre aux questions de nos auditeurs. Rézi, pouvez-vous nous présenter les questions de nos auditeurs? Oui, bien sûr. Nous avons une question de Marie de Lyon qui demande, pouvez-vous expliquer les différences entre les banques traditionnelles et les banques en ligne? Les banques traditionnelles offrent des services financiers en personne, tandis que les banques en ligne offrent des services financiers en ligne et par téléphone. Mais n'est-ce pas vrai que les banques en ligne sont souvent moins sécurisées que les banques traditionnelles? Non, c'est faux. Les banques en ligne ont souvent des mesures de sécurité plus élevées que les banques traditionnelles pour protéger les informations des consommateurs. Nous avons une autre question de Pierre de Paris qui demande, pouvez-vous expliquer les avantages et les inconvénients de l'utilisation des cartes de crédit? Les cartes de crédit offrent des avantages tels que la facilité de paiement et la protection des achats, mais elles ont également des inconvénients tels que les frais et les intérêts élevés si les paiements ne sont pas faits à temps. Mais n'est-ce pas vrai que les cartes de crédit sont souvent utilisées pour encourager les consommateurs à dépenser plus qu'ils ne peuvent se permettre? Oui, c'est vrai. Les cartes de crédit peuvent encourager les consommateurs à dépenser plus que leurs moyens, mais ils doivent être conscients de leurs limites de crédit et de leur capacité de paiement. Nous avons une autre question de Sophie de Bordeaux qui demande, pouvez-vous expliquer les différences entre les comptes courants et les comptes d'épargne? Les comptes courants sont utilisés pour les transactions quotidiennes, tandis que les comptes d'épargne sont utilisés pour les économies à long terme. Mais n'est-ce pas vrai que les comptes d'épargne offrent souvent des intérêts plus élevés que les comptes courants? Oui, c'est vrai. Les comptes d'épargne offrent souvent des intérêts plus élevés que les comptes courants pour inciter les consommateurs à économiser. Nous avons une autre question de Laurent de Lyon qui demande, pouvez-vous expliquer les risques associés aux investissements en actions? Les investissements en actions comportent des risques tels que la perte de valeur et la volatilité du marché, mais ils offrent également des possibilités de gains à long terme. Mais n'est-ce pas vrai que les investissements en actions sont souvent réservés aux investisseurs expérimentés? Non, c'est faux. Les investissements en actions sont accessibles à tous les investisseurs, mais ils doivent être conscients des risques et des possibilités. Nous avons une autre question de Marie de Paris qui demande, pouvez-vous expliquer les différences entre les prêts personnels et les prêts hypothécaires? Les prêts personnels sont utilisés pour les besoins personnels, tandis que les prêts hypothécaires sont utilisés pour l'achat d'une propriété. Mais n'est-ce pas vrai que les prêts hypothécaires sont souvent plus risqués que les prêts personnels? Oui, c'est vrai. Les prêts hypothécaires sont souvent plus risqués que les prêts personnels car ils sont liés à la valeur d'une propriété. Nous avons une autre question de Pierre de Bordeaux qui demande, pouvez-vous expliquer les différences entre les banques et les institutions financières? Les banques sont des institutions financières qui offrent des services financiers tels que les comptes courants, les prêts et les invests.
Seulement, tandis que les institutions financières sont des organisations qui offrent des services financiers spécialisés tels que les investissements et les assurances. Mais n'est-ce pas vrai que les institutions financières sont souvent plus risquées que les banques? Oui, c'est vrai. Les institutions financières sont souvent plus risquées que les banques car elles offrent des services financiers plus spécialisés et plus complexes. C'est très intéressant. Nous allons conclure cette émission en résumant les points clés que nous avons discutés aujourd'hui. Monsieur Z, pouvez-vous résumer les points clés? Oui, bien sûr. Nous avons discuté des différences entre les banques traditionnelles et les banques en ligne, des avantages et des inconvénients de l'utilisation des cartes de crédit, des différences entre les comptes courants et les comptes d'épargne, des risques associés aux investissements en actions, des différences entre les prêts personnels et les prêts hypothécaires, et des différences entre les banques et les institutions financières. Merci, Monsieur Z, pour votre expertise et vos explications claires. Nous vous remercions également, Doka et Rézi, pour vos questions et vos commentaires. Et nous remercions notre audience pour son intérêt et sa participation. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission. Bonjour à tous, bienvenue dans Pas de secret. Je suis votre animatrice, Lia, et je suis accompagnée aujourd'hui de mon équipe, Doka, notre expert provocateur, et Rézi, qui nous relie à l'audience en temps réel. Nous allons explorer un sujet fascinant aujourd'hui, les écrans. Nous sommes rejoints par Monsieur Z, un spécialiste reconnu dans ce domaine. Monsieur Z, bonjour. Bonjour Lia, bonjour à toute l'équipe. Je suis ravi de partager mes connaissances avec vous aujourd'hui. Merci, Monsieur Z. Avant de commencer, Doka, Rézi, bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, commençons par l'introduction de notre sujet. Monsieur Z, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les écrans sont si importants dans notre vie quotidienne? Oui, bien sûr. Les écrans sont devenus une partie intégrante de notre vie, nous utilisons des écrans pour nous informer, nous divertir, nous connecter avec les autres. Ils sont omniprésents dans notre environnement. Mais n'est-ce pas excessif? Ne sommes-nous pas trop dépendants des écrans? C'est une bonne question, Doka. Oui, il est vrai que nous sommes très dépendants des écrans, mais cela nous permet également de nous connecter avec le monde entier en temps réel. Sur Twitter, on se pose la question suivante, est-ce que les écrans ont des effets néfastes sur notre santé? Oui, c'est un sujet très important. Les écrans peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé, notamment sur notre sommeil et notre vue. Intéressant. Nous allons explorer ces aspects en profondeur tout au long de notre conversation. Monsieur Z, quels sont les avantages et les inconvénients des écrans dans notre vie quotidienne? Eh bien, les avantages sont nombreux, notamment la possibilité de nous informer et de nous connecter avec les autres. Cependant, les inconvénients sont également importants, notamment la dépendance et les effets néfastes sur notre santé. Mais qu'en est-il des applications pratiques des écrans? Comment les utilisons-nous dans notre vie quotidienne? Les applications pratiques des écrans sont nombreuses, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la communication. Sur Facebook, on nous demande, quels sont les défis concrets que nous devons relever pour utiliser les écrans de manière responsable? C'est une excellente question. Les défis concrets que nous devons relever sont notamment la régulation de notre temps passé devant les écrans et la protection de notre vie privée. Nous allons continuer à explorer ces sujets en profondeur. Monsieur Z, quels sont les mythes et les idées reçues sur les écrans que vous aimeriez démystifier? Eh bien, un mythe courant est que les écrans sont mauvais pour nous, mais ce n'est pas entièrement vrai. Les écrans peuvent être utilisés de manière responsable et bénéfique. Mais qu'en est-il des scénarios futurs? Comment les écrans vont-ils évoluer dans les prochaines années? Les écrans vont continuer à évoluer et à se perfectionner, notamment avec l'arrivée de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Sur Instagram, on nous demande, quels sont les conseils que vous donneriez aux parents pour aider leurs enfants à utiliser les écrans de manière responsable? Les conseils que je donnerai sont notamment de réguler le temps passé devant les écrans et de choisir des contenus éducatifs et bénéfiques. Nous allons maintenant passer aux questions des auditeurs.
Rézi, pouvez-vous nous présenter la première question? Oui, bien sûr. La première question vient de Marie, de Paris. Marie demande, comment les écrans peuvent-ils être utilisés pour améliorer notre santé? Eh bien, les écrans peuvent être utilisés pour améliorer notre santé en nous informant sur les meilleures pratiques de santé et en nous connectant avec des professionnels de la santé. Mais qu'en est-il des risques pour la santé mentale? Les écrans peuvent-ils avoir des effets néfastes sur notre santé mentale? Oui, c'est un sujet très important. Les écrans peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé mentale, notamment si nous les utilisons de manière excessive ou pour des contenus négatifs. Sur Twitter, on nous demande, quels sont les conseils que vous donneriez aux personnes qui souffrent de troubles du sommeil liés aux écrans? Les conseils que je donnais. Elles sont notamment de réguler le temps passé devant les écrans avant de dormir et de choisir des activités relaxantes pour se détendre. Nous allons continuer à explorer ces sujets en profondeur. Monsieur Z, comment les écrans peuvent-ils être utilisés pour améliorer notre productivité? Les écrans peuvent être utilisés pour améliorer notre productivité en nous permettant de travailler de manière plus efficace et de nous connecter avec nos collègues et nos clients. Mais qu'en est-il des risques pour la confidentialité? Les écrans peuvent-ils être utilisés pour voler nos informations personnelles? Oui, c'est un sujet très important. Les écrans peuvent être utilisés pour voler nos informations personnelles si nous ne les utilisons pas de manière responsable et si nous ne prenons pas les précautions nécessaires pour protéger notre vie privée. Sur Facebook, on nous demande, quels sont les conseils que vous donneriez aux personnes qui souffrent de fatigue visuelle liée aux écrans? Les conseils que je donnerai sont notamment de prendre des pauses régulières pour se détendre les yeux et de réguler le temps passé devant les écrans. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre émission. Monsieur Z, pouvez-vous nous résumer les points clés de notre conversation? Oui, bien sûr. Les points clés de notre conversation sont notamment l'importance des écrans dans notre vie quotidienne, les avantages et les inconvénients des écrans, les applications pratiques des écrans, les défis concrets que nous devons relever pour utiliser les écrans de manière responsable, les mythes et les idées reçues sur les écrans, les scénarios futurs pour les écrans et les conseils pour utiliser les écrans de manière responsable. Merci, Monsieur Z, pour cette conversation enrichissante. Nous allons maintenant conclure notre émission. Sur Twitter, on nous demande, quels sont les conseils que vous donneriez aux personnes qui veulent apprendre plus sur les écrans? Les conseils que je donnerai sont notamment de rechercher des sources fiables d'informations et de demander conseil à des experts dans le domaine. Merci à tous pour votre participation. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission de Pas de secret. Merci à tous pour cette conversation enrichissante. J'ai été ravi de partager mes connaissances avec vous. Merci à tous pour cette conversation intéressante. J'ai été ravi de discuter avec Monsieur Z. Merci à tous pour votre participation. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission de Pas de secret. Bonjour à tous, bienvenue dans Pas de secret, le podcast immersif de la chaîne YouTube OpenIA Studio. Je suis Lia, votre animatrice pour aujourd'hui, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de discussion ouverte et engageante. Je suis accompagnée de mes deux assistants, Doka et Rézi, qui vont nous aider à explorer des sujets fascinants et à interagir avec vous, notre audience. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très important et sensible, la violence conjugale. Nous sommes heureux d'avoir avec nous Monsieur Z, un spécialiste reconnu dans ce domaine. Monsieur Z, bonjour, merci de rejoindre notre équipe aujourd'hui. Bonjour Lia, bonjour Doka, bonjour Rézi, merci de m'avoir invité à partager mes connaissances et mon expertise avec vous et votre audience. Monsieur Z, commençons par vous demander de vous présenter et de nous expliquer votre expertise dans le domaine de la violence conjugale. Je suis un psychologue clinicien spécialisé dans la violence conjugale et les relations toxiques. J'ai travaillé avec des centaines de personnes victimes de violences conjugales et j'ai développé des programmes de soutien et de prévention pour les aider à sortir de ces situations dangereuses. C'est très impressionnant.
Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par violence conjugale et comment elle se manifeste? La violence conjugale est une forme de violence qui se produit dans le cadre d'une relation intime, souvent entre partenaires amoureux ou mariés. Elle peut prendre des formes physiques, émotionnelles, psychologiques ou financières. C'est intéressant. Mais comment peut-on identifier les signes de violence conjugale? Les signes de violence conjugale peuvent être très subtils, mais il y a quelques indicateurs clés, tels que des blessures physiques, des changements de comportement, des isolements sociaux, des menaces ou des insultes. Un auditeur de Lyon demande, est-ce que la violence conjugale est plus courante dans les relations hétérosexuelles ou les relations homosexuelles? La violence conjugale peut se produire dans toutes les relations, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles. Cependant, les statistiques montrent que les femmes sont plus souvent victimes de violences conjugales que les hommes. C'est un sujet très important et nous allons continuer à explorer les aspects fondamentaux de la violence conjugale. Mais avant de continuer, Monsieur Z, pourriez-vous nous donner un exemple concret de comment la violence conjugale peut se manifester dans une relation? Oui, bien sûr. Un exemple classique est celui d'un partenaire qui utilise la culpabilité ou la honte pour contrôler l'autre partenaire. Par exemple, un partenaire qui dit à l'autre, « Si tu m'aimes vraiment, tu ferais cela pour moi ». C'est un exemple très éclairant. Nous allons continuer à explorer les applications pratiques et les défis concrets de la violence conjugale dans la prochaine partie de notre émission. Veuillez patienter pour la suite de l'émission. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission, où nous allons explorer les applications pratiques et les défis concrets de la violence conjugale. Monsieur Z, pouvez-vous nous expliquer comment la violence conjugale peut affecter les victimes et leurs enfants? Oui, bien sûr. La violence conjugale peut avoir des conséquences graves pour les victimes et leurs enfants. Les victimes peuvent souffrir de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil et de problèmes de santé physique. Les enfants qui grandissent dans des environnements violents peuvent développer des problèmes de comportement, des difficultés d'apprentissage et des troubles émotionnels. C'est très préoccupant. Mais comment peut-on aider les victimes de violences conjugales? Il est essentiel de créer un environnement sûr et supportif pour les victimes. Cela peut inclure l'offre de services de soutien, tels que des conseils, des groupes de soutien et des refuges pour les victimes et leurs enfants. Un auditeur de Marseille demande, quels sont les signes que quelqu'un est prêt à quitter une relation violente? Les signes que quelqu'un est prêt à quitter une relation violente peuvent inclure une prise de conscience de la situation, une volonté de demander de l'aide et une planification pour la sécurité et l'indépendance. C'est très important. Mais comment peut-on aider les enfants qui grandissent dans des environnements violents? Il est essentiel de leur offrir un environnement sûr et stable, où ils peuvent se sentir en sécurité et aimés. Cela peut inclure l'offre de services de soutien, tels que des conseils et des groupes de soutien, pour les aider à faire face à leurs émotions et à leurs expériences. C'est très utile. Mais comment peut-on prévenir la violence conjugale? La prévention de la violence conjugale nécessite une approche globale, qui inclut l'éducation, la sensibilisation et la création de politiques et de programmes pour soutenir les victimes et prévenir la violence. Un auditeur de Bordeaux demande, quelles sont les ressources disponibles pour les victimes de violences conjugales? Il existe de nombreuses ressources disponibles pour les victimes de violences conjugales, notamment des lignes d'assistance téléphonique, des refuges et des services de soutien. C'est très utile. Nous allons continuer à explorer les mythes et les idées reçues sur la violence conjugale dans la prochaine partie de notre émission. Veuillez patienter pour la suite de l'émission. Bienvenue dans la troisième partie de notre émission, où nous allons démystifier les mythes et les idées reçues sur la violence conjugale. Monsieur Z, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les gens pensent que la violence conjugale est un problème de couple? Oui, bien sûr. L'une des raisons pour lesquelles les gens pensent que la violence conjugale est un problème de couple est qu'ils voient souvent les relations violentes comme des relations passionnées ou intenses. Mais la vérité est que la violence conjugale est un problème de pouvoir et de contrôle. C'est intéressant. Mais comment peut-on expliquer que les gens pensent que les victimes de violences conjugales sont faibles ou passives? C'est un mythe très courant. Mais la vérité est que les victimes de violences conjugales sont souvent des personnes fortes et résilientes qui ont été manipulées et contrôlées par leur partenaire viol. Un auditeur de Lyon demande, quels sont les signes que quelqu'un est un manipulateur? Les signes que quelqu'un est un manipulateur peuvent inclure des comportements tels que la culpabilité, la honte, les menaces et les insultes pour contrôler l'autre personne. C'est très utile.
Nous allons continuer à explorer les scénarios futurs et les questions hypothétiques sur la violence conjugale dans la prochaine partie de notre émission. Veuillez patienter pour la suite de l'émission. Bienvenue. Dans la quatrième partie de notre émission, où nous allons explorer les scénarios futurs et les questions hypothétiques sur la violence conjugale. Monsieur Z, pouvez-vous nous expliquer comment la technologie peut être utilisée pour aider les victimes de violences conjugales? Oui, bien sûr. La technologie peut être utilisée pour offrir des services de soutien en ligne, des lignes d'assistance téléphonique et des outils de sécurité pour aider les victimes de violences conjugales. C'est très intéressant. Mais comment peut-on expliquer que les gens pensent que la violence conjugale est un problème individuel et non un problème sociétal? C'est un mythe très courant. Mais la vérité est que la violence conjugale est un problème sociétal qui nécessite une approche globale pour être résolu. Un auditeur de Marseille demande, quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui est dans une relation violente? Les conseils que je donnerais à quelqu'un qui est dans une relation violente seraient de demander de l'aide, de créer un plan de sécurité et de ne pas hésiter à quitter la relation si c'est nécessaire. C'est très utile. Nous allons continuer à répondre à vos questions dans la prochaine partie de notre émission. Veuillez patienter pour la suite de l'émission. Bienvenue dans la cinquième partie de notre émission, où nous allons répondre à vos questions sur la violence conjugale. Rézi, pouvez-vous nous présenter la première question? Oui, bien sûr. Un auditeur de Lyon demande, quels sont les signes que quelqu'un est prêt à quitter une relation violente? Les signes que quelqu'un est prêt à quitter une relation violente peuvent inclure une prise de conscience de la situation, une volonté de demander de l'aide et une planification pour la sécurité et l'indépendance. C'est très utile. Mais comment peut-on expliquer que les gens pensent que les victimes de violences conjugales sont responsables de leur situation? C'est un mythe très courant. Mais la vérité est que les victimes de violences conjugales ne sont pas responsables de leur situation. La responsabilité repose sur le partenaire violent. Un auditeur de Bordeaux demande, quelles sont les ressources disponibles pour les enfants qui grandissent dans des environnements violents? Il existe de nombreuses ressources disponibles pour les enfants qui grandissent dans des environnements violents, notamment des services de soutien en ligne, des groupes de soutien et des refuges pour les enfants et leurs parents. C'est très utile. Nous allons continuer à répondre à vos questions dans la prochaine partie de notre émission. Veuillez patienter pour la suite de l'émission. Bienvenue dans la sixième partie de notre émission, où nous allons répondre à vos questions sur la violence conjugale. Rézi, pouvez-vous nous présenter la prochaine question? Oui, bien sûr. Un auditeur de Marseille demande, quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui est dans une relation violente? Les conseils que je donnerais à quelqu'un qui est dans une relation violente seraient de demander de l'aide, de créer un plan de sécurité et de ne pas hésiter à quitter la relation si c'est nécessaire. C'est très utile. Mais comment peut-on expliquer que les gens pensent que la violence conjugale est un problème individuel et non un problème sociétal? C'est un mythe très courant. Mais la vérité est que la violence conjugale est un problème sociétal qui nécessite une approche globale pour être résolu. Un auditeur de Lyon demande, quels sont les signes que quelqu'un est un manipulateur? Les signes que quelqu'un est un manipulateur peuvent inclure des comportements tels que la culpabilité, la honte, les menaces et les insultes pour contrôler l'autre personne. C'est très utile. Nous allons continuer à répondre à vos questions dans la prochaine partie. De notre émission. Veuillez patienter pour la suite de l'émission. Bienvenue dans la septième et dernière partie de notre émission, où nous allons résumer les points clés de notre discussion sur la violence conjugale. Monsieur Z, pouvez-vous nous expliquer les points clés que nous avons abordés aujourd'hui? Oui, bien sûr. Les points clés que nous avons abordés aujourd'hui sont la définition de la violence conjugale, les signes de la violence conjugale, les conséquences de la violence conjugale, les mythes et les idées reçues sur la violence conjugale, les ressources disponibles pour les victimes de violences conjugales et les conseils pour quitter une relation violente. C'est très utile. Je voudrais remercier Monsieur Z pour son expertise et son temps. Je voudrais également remercier Doka et Rézi pour leur implication dans notre discussion. Merci à vous, Lia. Merci à vous, Lia. Et enfin, je voudrais remercier nos auditeurs pour leur participation et leur intérêt pour notre émission. Nous espérons que vous avez trouvé notre discussion utile et informative. Veuillez partager votre opinion sur notre émission sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #DIESPADSecret. Nous vous verrons dans la prochaine émission de #DIESPADSecret. Vous l'avez vu, Podcast IA n'est pas juste une application,
C'est une nouvelle façon de vivre le podcast. Si vous montrez un véritable intérêt pour cette application, je serai ravi de vous la partager afin que vous puissiez l'explorer et en découvrir toutes les fonctionnalités. Abonne-toi à notre chaîne OpenIA Studio. Laisse un commentaire en m'indiquant le sujet que tu souhaites voir abordé dans notre prochain épisode ou tout simplement me dire ce que tu penses. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec tes amis. Tu es à un clic d'avoir cette application de podcast IA. À toi de jouer avec le bouton like. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, nous espérons que cette démonstration vous a captivé et vous a donné un aperçu des possibilités qu'offre cette application. N'oubliez pas, votre retour est essentiel pour améliorer constamment notre contenu et offrir des sujets toujours plus interactifs et innovants. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles pépites, de nouvelles discussions et bien sûr, plus de contenu. Restez curieux, continuez à explorer et surtout, à la prochaine sur OpenIA Studio.